parenthèse pour dire que beaucoup de gens ont été choqués par le vocabulaire cru de Léo Ferré, qui disait sans embâche toujours ce qu'il avait sur le cœur. Mais peut-être aussi que cette façon de dire ce qu'il avait sur le cœur fait aussi le charme du personnage. Barbacchino, barbare piémontais, c'est grand-oncle, mon oncle italien transplanté et qui parlait un français estropié, était un monument, un formidable homme à la voix volcanique et au cœur généreux. J'ai perdu sa voix aujourd'hui, et aucun instrument jamais ne me la rendra. Cette voix qui m'arrivait comme du fond d'une caverne, aux voûtes arquées de contrebasse, cette voix qui s'est perdue dans la multitude des autres voix, moins belles, et que j'ai dû admettre, entendre, écouter ou choisir. Il ne chantait pas, il parlait. Lorsqu'on parle d'une voix, on y sous-entend le chant, car le phrasé de la musique met la corde vocale à sa juste place, lui donne sa plus belle parure, et dans le contexte, elle coule. Elle se met en avant ou recule, toujours à propos, car la note est maîtresse. Une voix qui parle est une voix nue, sans phare. On apprend beaucoup dans la voix des hommes. Quand ils juraient dans sa langue natale, libre, donnant toute leur puissance au phonème, Barbacchino atteignait aux sources mêmes du grand art vocal. Il avait un orchestre dans la glotte, depuis les trémolos gigantesques de la contrebasse, et plus basse encore que le contre-ut grave. On me dit qu'il tirait tranquillement sur un élastique rond comme une gousse, jusqu'aux lamentations pétaradantes de 100 trombones livrés aux mains de 100 tubas ou de tous autres tuyaux de 64 pieds et plus qui soutiennent les arcs en plein centre des plus riches et des plus immenses cathédrales. Le juron vous arrivait en pleine face, complètement rénové, réinventé. Le blasphème le plus ordinaire, le plus connu dans le quartier, dès qu'il passait sur les harpes de son larynx, sortait neuf comme un sou et montait droit à Dieu. Les fins de repas, quand quelque chose lui avait déplu, étaient épiques. Porco Dio, Dio della Madonna, Cristo! Et il en pressentait Dieu se voilant la face et prenant sous son aile sa sainte mère. Barbacchino, c'était le diable, le patron, c'était Satan. Tout cela in voce, car passer la voix montée vers les célestes imperfections, c'était un ange, une sorte de grand-père de la bonté. C'est lui qui m'a appris à connaître, aimer, à rechercher l'amour des chiens. Il en avait un, il s'appelait Dick, et savait prendre le tramway tout seul, descendre à l'arrêt qu'il fallait, pour le retrouver, évidemment, lui, mon oncle, son maître, sa raison d'être. Il avait le museau du chien des rues, un museau radar, fouineur, conquérant. Il avait des pattes usées à rechercher mon oncle, qui souvent partait de la maison sans lui. Dès qu'une porte s'entrebâillait, flan, voilà mon Dick, qui s'en allait vite, très vite, à pied ou en tram, il savait. Il prenait le tram lorsque Barbacchino venait m'apporter des croissants chez ma mère. Quand il m'arrivait d'être chez ma mère, il allait à pied souvent, longtemps, le rechercher dans un des nombreux bistrots où Barbacchino dépensait les quelques sous de la maison. Et alors il parle avec beaucoup d'amour, on les voit aussi sur cette photo, des femmes de sa famille. Maddalena, sa femme, la femme de Barbacchino, était en même temps sa chose et sa servante, avant que d'être sa maîtresse. Pour moi, ce devait être la mère de Dieu, assez courte sur pattes, forte comme le sont les femmes dans le Midi, qui travaillaient dur et qui mangent de même. Tante Maddalena avait deux besognes bien précises. Elle travaillait à la buanderie, où elle faisait les raviolis. Entre-temps, elle se reposait la nuit et me chérissait, l'aile toujours enveloppante et le sourire du cœur en perpétuelle démonstration. La buanderie était contrôlée par la Société des Jeux, dont la raison sociale, Société des bains et douches, était une raison suffisante pour baigner, toucher les vêtements d'une clientèle peu assidue mais renouvelée, qu'elle promenait depuis ses tapis verts jusqu'au tapis de haute laine de l'hôtel de Lyon qu'elle contrôlait aussi. Cette buanderie était avant toute chose un gynécée,
Avant que d'y laver, on y parlait. C'était une gazette. Tous les potins de la ville y avaient cours et force de loi. Quand on disait « on me l'a dit » à la buanderie, cela conférait au fait un air de véracité, une autorité de la chose jugée, que personne n'eût songé à contester le moins du monde. Ces femmes qui travaillaient avec leurs mains, et Dieu sait dans quelle matière, n'avaient cesse de tromper leur détresse, qu'en y faisant aussi travailler leur langue, souvent mauvaise, toujours braquée sur l'offensé, quel qu'il fût. J'y allais quelquefois à la buanderie pour y chercher tante Madalena et pénétrer alors les arcanes du neige polluées, anonymes, les défroques grises sous une lumière parcimonieuse, entassées dans de grands paniers, soulevaient mon cœur, en même temps qu'elles excitaient ma curiosité, ma rêverie. Le travail de ces femmes était scrupuleusement catalogué. Il y avait le tri, le chiffre, le lavage, le repassage.